plus, j'avais pas lancé ça dès le début. C'est pour ça que je me suis levée. Non. Le chaos. C'était le premier. C'était le premier. Parce qu'au début, je pensais que c'était à cause. Hello, bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. Mais c'est aussi le lieu pour se questionner sur certaines pratiques de mon domaine de prédilection, le marketing digital. Moi, je suis prête. Et toi ? Let's go ! Bonjour Ala. Bonjour Jade. Donc aujourd'hui, je reçois Dr Ala Dadi, mais pendant toute cette interview, je vais l'appeler Ala parce que je te connais bien. En fait, Ala est ma collègue, mon amie. On partage le même cowork à Massy, un cowork qui fait partie de Paris-Saclay. C'est là qu'on s'est rencontrés et du coup, on se voit quasiment quotidiennement. On fait les fermetures du cowork ensemble. Et du coup, on a appris à se connaître et du coup, on s'est rapprochés et on a aussi connu nos histoires d'entrepreneurs. Et c'est vraiment un honneur pour moi que tu sois la première personne du podcast. et du coup, c'était pas un hasard du tout. J'avais vraiment envie que tu introduises ce podcast parce que ton parcours est vraiment inspirant. La personne que tu es vraiment une personne inspirante. Et je pense que les gens vont apprendre beaucoup de ce que tu as partagé aujourd'hui. Et l'idée, du coup, c'est d'écouter ton parcours, de savoir comment tu es passée d'un environnement académique, parce que du coup, tu es chercheuse, à un environnement entrepreneurial. Qu'est-ce qui t'a fait basculer et comment tu te sens par rapport à ce choix? Comment tu te sens, voilà, si t'es alignée, si t'es encore en construction, etc. Enfin, on veut un peu tout savoir. On va faire un peu les curieux et je me fais porte-parole des personnes qui nous écoutent pour du coup parfois t'interrompre et te poser des questions pour aller un peu plus loin. Mais tout d'abord, qui es-tu, Docteur Ala Dadi? Avec plaisir. Merci Jade, merci beaucoup. J'ai vraiment l'honneur d'introduire ce podcast et d'être la première invitée. Je suis très heureuse d'être là et d'être accompagnée par toi. C'est vraiment, tu sais mettre la personne à l'aise, tu sais reconnaître la personne, l'écouter, la voir et l'aimer. Et merci beaucoup. Je te remercie pour ça. Alors, du coup, je m'appelle Ala, je suis une femme entrepreneur et coach qui est en train juste d'équilibrer entre la construction et la gestion d'un business de coaching et aussi la création d'une vie personnelle plus épanouie. Je suis passionnée par la création de nouvelles méthodes pour être juste, donc des méthodes vraiment pour la personnalité, pour soutenir la personnalité de la personne, de l'humain, et aussi de créer de nouvelles méthodes pour vivre et travailler, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le même mode de travail qu'il y a 20 ans avec toutes les technologies d'aujourd'hui. Et je pense que c'est important de s'adapter à notre environnement et du coup d'être tout le temps en recréation, en innovation de notre façon de vivre et de travailler. J'ai créé 3 programmes de coaching, plusieurs outils qui sont axés sur comment effectivement vivre et travailler de manière plus sereine et plus productive et plus efficace. Et aussi, j'ai accompagné plus jusqu'aujourd'hui. Voilà. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous raconter comment l'entrepreneuriat est venu à toi? Ceci est arrivé à la fin de mon doctorat. Quand on fait un doctorat, on a l'accès à des formations transversales. Et effectivement, ma journée, mon voyage en entrepreneuriat a commencé avec Docteurpreneurial, qui est une formation du coup à l'université Paris-Saclay, qui est tenue par le collège doctoral de l'université Paris-Saclay. Et donc, c'était une formation de parcours sur vraiment comment partir de l'idée d'un projet entrepreneurial à la réalisation, à la création d'une entreprise. Et c'est ça qui m'a donné vraiment envie de me lancer en entrepreneuriat, de vraiment, on va dire, voir tout ce qui m'anime et vraiment le transformer en quelque chose
de fonctionnel, quelque chose qui vraiment aide les gens à améliorer leur vie. C'était animé par des entrepreneurs ou des chercheurs? C'était lié au domaine scientifique? Non, pas du tout. Enfin, c'était vraiment des personnes qui sont du coup en stratégie d'entrepreneuriat. Pas forcément des entrepreneurs, mais peut-être ils avaient fait de l'entrepreneuriat dans leur vie. C'était plutôt vraiment des formateurs en business, en stratégie d'accompagnement, ou bien aussi il y avait des intervenants sur les brevets, tout ce qui est propriété intellectuelle, etc. C'était vraiment une formation qui est assez complète. Et du coup, c'était vraiment, bien sûr, il y avait des personnes, enfin des docteurs, enfin des doctorants, en tout cas à l'époque, on était encore en doctorat. Et du coup, des doctorants qui avaient vraiment des résultats de leur recherche scientifique qui peuvent être appliqués. C'était pas mon cas. Il y avait une autre personne que... Enfin, pas du tout. On a créé un projet autour la création d'un maillot de bain éco-responsable. Du coup, il y avait un peu tout. Il y avait des projets qui est plutôt scientifiques, à l'issue de résultats scientifiques d'un projet de thèse, de doctorat, mais aussi des projets qui étaient imaginés dans la tête des gens via leur passion, leur parcours. Du coup, la première fois, c'était vraiment, j'ai participé à ce projet-là d'une autre, du coup, doctorante. Et la deuxième fois, c'était un peu ma première idée entrepreneuriale, qui est la création d'une application qui accompagne les patients d'hypertension. Et du coup, c'était vraiment un projet sur de comment développer cette application, comment la mettre du coup sur le marché, qui sont les utilisateurs, qui sont aussi on va dire les organismes qui participent à ça. C'était un peu comment faire une roadmap. C'était plutôt ça en fait le projet final par rapport à cette formation. Et du coup, c'était la première fois que tu touchais du doigt l'entrepreneuriat? Exactement, c'est ça. Okay. C'est ça, c'était vraiment ça. Et du coup, ça m'a conduit au diplôme étudiant-entrepreneur de Paris-Saclay. Ça m'a conduit au 30 parce que voilà, il est en partenariat avec le programme Pépite. Donc le 30 qui est l'espace de coworking. Oui, voilà, exactement, de Paris-Saclay. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à faire plus de formation. Du coup, j'ai commencé par une première expérience entrepreneuriale qui n'a pas fonctionné parce que mon associé avait d'autres projets, il a changé de vision. Et de là, du coup, c'était encore se réinventer et voir ce que vraiment j'aime faire et c'est plutôt ce que je suis destinée à faire, donc quelque chose qui m'anime, qui est déjà naturel en moi, mais que je peux en fait la professionnaliser et encore la maîtriser encore plus. Et donc j'ai rencontré une coach qui est devenue ma prof après, parce que j'ai fait l'école de coaching où elle enseigne. Et c'est ça qui m'a amenée en fait au coaching. Bien sûr, j'ai suivi d'autres formations pour découvrir ta mission, plutôt de développement personnel pour vraiment des trucs de personnalité, plein de choses. Et j'ai vu en fait plusieurs fois, malgré qu'il y a le doute au début, mais j'ai vu plusieurs fois que en fait c'est le métier qui me convient. Être coach. Et puis bien sûr, quand on est coach et qu'on veut faire ça de manière indépendante et via son propre entreprise, on devient entrepreneur, que l'on veuille ou non. Et donc, il y a un autre métier aussi que je pratique, qui est être entrepreneur, qui sont vraiment deux choses différentes, parce que je suis coach, mais aussi entrepreneur et faire... D'accord. Et c'est quoi qui t'a attiré le plus au départ? C'est le fait d'être coach, et puis du coup, par conséquent... vu que c'est comme une profession libérale, on va dire, du coup, tu es entrepreneur, ou c'était vraiment ce truc d'entreprendre? C'est les deux. D'accord. Je dirais que je pense que le coach, c'était toujours quelque chose en moi qui dormait. Elle n'était pas éveillée, elle dormait. Et c'est l'entrepreneuriat qui m'a permis de la réveiller. Parce qu'en étant attirée par vouloir être entrepreneur, créer ce que j'ai envie moi de créer, avoir cette liberté, mais aussi cette capacité d'exprimer des talents et un peu, inspirer le monde à travers tes talents. C'était ça l'entrepreneuriat pour moi. Et donc, il est venu en fait me donner ce champ de possibilités qui a fait que le coach en moi se réveille et dit en fait non, je veux pratiquer ça, je vais voir comment je peux le pratiquer, comment l'apprendre, parce que je reste je crois vraiment à l'expérience, mais je crois aussi à la formation. Je pense que c'est très important de se former et savoir comment on peut encore
comment dire, perfectionner nos compétences, puisque c'est vrai que j'avais des compétences du coach qui étaient naturellement en moi, l'écoute active, l'empathie, enfin plein de compétences de coach, mais j'avais besoin de les perfectionner et de leur donner un cadre. Et c'est là où je me suis dit non, il faut que je fasse une certification et puis continuer à me former. De toute façon, on se forme tous les jours quand on est entrepreneur. C'est clair. Et du coup, est-ce que c'est commun des scientifiques qui vont dans le domaine du coaching? Est-ce que tu as rencontré des profils comme le tien ou C'est pas commun, mais là, je rencontre de plus en plus de personnes qui sont de ce milieu-là, qui étaient chercheurs et maintenant ils sont entrepreneurs. Mais c'est vrai que c'est pas commun, enfin, c'est rare. On va pas trouver plusieurs personnes. Les personnes que je connais aujourd'hui, on est 3. D'accord. On va dire dans mon réseau. On est 3 à faire ceci. Mais c'est vrai qu'il y a plein de... Comment dire la société te façonne dans un certain parcours. Donc, tu fais un doctorat, tu es destiné à être enseignant-chercheur ou travailler dans le recherche et le développement, dans le secteur privé. Il y a plutôt ces métiers-là. Peut-être on va aller plutôt aussi vers communication scientifique, on peut aller vers brevet intellectuel, valorisation du doctorat, un peu on va dire, il y a tout le côté en fait adjoint au doctorat comme à l'enseignement, du coup qui va s'occuper de la valorisation de la formation, de l'améliorer, etc. Mais après c'est vrai que devenir indépendant et vraiment partir du tout de l'académique et faire ça en mode entrepreneuriat, je pense que c'est un risque à prendre et aussi il y a un travail à faire pour faire ce choix de laisser partir une partie de toi. Parce qu'on n'est pas... une personne qui devient chercheur, elle ne devient pas par hasard chercheuse parce que c'est quelque chose en elle. Elle naît comme ça. Il y a quand même un lien fort parce que tu commences à le construire dès ta première année de fac. Oui. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui vont peut-être... Le doctorat va devenir une surprise pour elles. Mais quand on veut être chercheur, on prépare ça dès deuxième année de fac ou dès qu'on est en licence. Et justement, par rapport à ça, tu as dû mettre beaucoup d'énergie dans ces études, de recherche, dans ces études scientifiques. Là, tu as fait un espèce de switch, une reconversion. Est-ce que du coup, tu as abandonné en fait comment tu le vois ce passage en fait? Est-ce que du coup, toute la partie qui concerne tes études scientifiques et le doctorat, du coup, tu les as mis de côté? Alors, c'est quelque chose qui t'a sûrement construite, mais du coup, là, tu l'utilises plus du tout parce que t'es passé à autre chose. La partie scientifique, oui. On va dire comme connaissance scientifique. Moi, j'ai fait un doctorat en biochimie. Du coup, tout ce qui est autour de la chimie, l'interface entre la chimie et la biologie, les techniques scientifiques, les instruments, enfin, tout ce qui est vraiment, on va dire, expertise scientifique. Mais toute la partie méthodologie, c'est la même, c'est mon cerveau. Ça reste toujours là et je l'utilise chaque jour dans mes stratégies, dans une séance de coaching. Je vais imaginer la problématique de la personne comme un projet de recherche et je vais faire la même méthodologie que je fais si j'avais un projet scientifique. Et du coup, bien sûr, toute la méthodo et notre façon de gérer un projet de recherche, je l'utilise encore. C'est juste sur des thématiques qui sont différentes. Donc avant, c'était un peu étudier la tubuline et ses fonctions. La tubuline, c'est une protéine dans notre cytosquelette de la cellule. Aujourd'hui, ok, une personne qui n'arrive pas à dire non. Ok, comment on va gérer ça par rapport à son vécu, par rapport à comment je veux lui amener à la solution. C'est vrai que je t'ai observé et tu as une manière de construire ta réflexion et quand tu fais tes A/B testing, etc., sur différentes choses qui relèvent d'une démarche scientifique. Effectivement. Et que j'ai remarqué tout de suite parce que je ne l'ai pas du tout. mais ouais, c'est intéressant que t'aies pu, du coup, en fait, c'est vrai que tout nous construit. C'est-à-dire que même si à un moment, on prend une autre voie,
ben c'est pas, on n'abandonne pas tout. Pas du tout. En fait, on apporte ça dans nos valises effectivement. et on avance et ça nous aide sur plein de Tout d'autres à fait, choses. tout à fait. Moi, je dis tout le temps, les études, ils sont là pour construire ton cerveau et après, t'en fais ce que tu veux avec. Oui, tu vas pas forcément être enseignante, mais Pas du tout. tout ce que tu as appris, Ouais, en fait, effectivement. tu le mets à contribution Effectivement. dans ce que tu veux faire là. Mm. Et est-ce que du coup, tu peux peut-être revenir un peu plus en arrière et nous dire pourquoi tu t'es lancé dans des études scientifiques au départ et en quoi, du coup, ça résonne aujourd'hui sur les choix que tu as fait sur ta carrière d'aujourd'hui? Bien sûr. Alors, si on revient en arrière, par rapport à la biochimie, à vouloir être chercheuse, je pense que c'était en 2e année de fac où j'ai connu un module que j'ai adoré, qui est biochimie structurale. Et la prof elle avait une méthode inspirante, ça m'inspirait. J'ai adoré ce cours-là. Et vraiment, j'ai aussi une envie d'apprentissage. Enfin, tout. J'aime apprendre. Quand je suis en train d'apprendre, ça m'anime, etc. Et du coup, c'était un cours qui m'a... J'étais passionnée de biochimie structurale. Et c'est là où je voulais rencontrer du coup ma prof dans son bureau et lui demander un peu sur son parcours. Du coup, elle m'a raconté ce qu'elle a fait, qu'elle est venue en France, elle a étudié, elle a fait son doctorat. Et c'est là où, en fait, elle est devenue, du coup, enseignante-chercheur. Tu lui as fait un pourquoi tu fais ça. C'est ça. Et du coup, je prenais un peu, voilà, son parcours, ses conseils, etc. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Donc, j'ai envie d'être chercheur et partir, effectivement, continuer mes études à l'étranger. Donc, c'est cette femme-là, en fait, qui t'a inspirée. Qui m'a inspirée. Après, c'est vrai que, même avec mon père, on discutait beaucoup de sciences. Et beaucoup de recherches, beaucoup d'hypothèses, et on va dire, tiens, comment on peut confirmer ça, etc. Du coup, Ton père est dans le domaine scientifique aussi? Pas du tout, mais il est très, très passionné par la science. D'accord. Et donc, voilà, tout ce qui est astrologique, ou bien des théories sur, on va dire, la création de la cellule, ou des choses, voilà, d'où ça vient la vie, l'ADN, des trucs comme ça. Et curieux. Curieux, oui, voilà. Et donc, en fait, voilà, on discutait, mais c'était plutôt dans mon passe-temps, c'était pas... Mais je pense que ça a motivé aussi mon envie d'être chercheuse, parce que c'était aussi, voilà, un moment agréable avec mon père en discutant de certaines choses scientifiques. Mais en fait, c'est concrétisé réellement avec cette prof, en fait, qui m'a inspirée. Du coup, je me suis dit, OK, direction... je finis mon master et je vais en France pour faire mon doctorat en biochimie. D'accord. Avant ceci, j'avais une envie de faire médecine. Donc, mais c'est la médecine qui m'a conduit à la biochimie parce que au Liban, parce que j'ai fait mes études de licence au Liban, et en fait, on a besoin de faire une année scientifique. On étudie un peu tout, chimie, biologie, biochimie, physique, pour faire un concours et après partir en école de médecine. J'ai pas eu la première fois le concours et du coup on m'a dit tu continues la 2e année et tu refais le concours une 2e fois. Et c'est la 2e année où j'ai rencontré cette prof là et je me suis dit je vais plus de médecine, je veux faire de la recherche. Je suis venue en doctorat, voilà, c'était un peu la continuité. Après je pense que ça a été tout ce que j'ai fait, ça a été par mes choix et mes objectifs. D'ailleurs, une anecdote, je me souviens que, je sais pas, j'avais quel âge, mais je pense que j'étais en première année de fac où, voilà, je commençais mes supérieurs et mon père me dit, on discutait entre familles, il me dit, si t'as 1 million d'euros, tu fais quoi avec? Et moi, quand je reviens à ma réponse, je me dis, mais là, t'étais pas du tout en fait dans ce que je lui dis. Je veux étudier à la Sorbonne, alors que ça te coûte pas 1 million d'euros pour étudier à la Sorbonne. ma première réponse était liée à mes études et que je vais étudier à la Sorbonne. Et j'ai étudié à la Sorbonne. Mon master 2 c'était à Pierre et Marie Curie. Mais du coup, après il me dit ouais, mais ça te prend pas 1 million d'euros. Je dis oui, mais bon, ça va être dans l'académique. Je vais faire une école. Je vais faire. Ça a été toujours en fait l'académique qui me passionnait. Ouais. Mais du coup, voilà, le doctorat, c'était juste un stop pour réaliser un objectif. Du coup, c'était vraiment... je me suis même pas posée en me disant...
j'ai pas fait de pause en fait. J'ai fini mon master, j'ai passé concours de doctorat, j'étais acceptée, hop, doctorat. J'ai pas fait de pause, j'ai enchaîné parce que voilà, c'était l'objectif et j'étais très focus sur mon objectif. Déterminée. Oui, ouais, je pense que c'est une partie de ma personnalité, déterminée et persévérante. Je suis entrée en doctorat et comment dire en anglais, expectation hangover. Tu imagines quelque chose et c'est pas du tout ce que tu as imaginé. Et en fait, c'est un autre. Enfin, il n'y a rien à voir de faire avec un master et un doctorat. C'est pas du tout la même chose. D'accord. Ok. C'est une formation qui est plutôt très expérimentale. Enfin, on dirait, comme un peu dans l'entrepreneuriat. On apprend à être entrepreneur en faisant. Oui. C'est pas en gardant de la théorie. T'apprends pas en te disant oui, là tu fais ça. T'apprends des outils, mais faut les mettre en application pour vraiment monter en compétence, quoi. Effectivement. Et du coup, il y a un côté hasard, il y a un côté que les choses ne se passent pas comme tu veux, il y a un côté échec, mais ça arrive. Une expérience, ça n'a pas fonctionné, ça va fonctionner, tu refais, tu retestes. Mais on nous prépare pas pour tout ça. Et donc, une personne qui est brillante, toute sa vie, tout son master, première de la classe, toute sa vie, elle vient et son expérience ne fonctionne pas, et tu resais. Et là, tu te dis, mais en fait, je suis nulle. Enfin, je suis pas la personne brillante que j'étais toujours. Et ta confiance en soi prend un coup, mais un coup très, 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 très fort. Parce que toute ta vie, ta confiance en soi était construite sur tes réalisations. Oui. Et une fois que tu n'as pas ces réalisations-là, et c'est là où je dis tout le temps que mon doctorat était un peu mon apprentissage au développement personnel, mais dans la vraie vie, pas dans les bouquins. Parce que si je reviens sur... Parce que tu avais déjà exploré le développement personnel avant ? Oui. J'ai commencé à explorer le développement personnel à 17 ans à peu près, du coup au lycée, dernière fois en bac, parce que mon père un jour m'a donné une librairie digitale, il m'a dit tiens, il y a des bouquins, il y a des présentations, il y a des formations, regarde si ça t'intéresse. Et du coup c'était mon passe-temps. Après l'école, je reviens à la maison et j'explore cette librairie, j'ai lu des bouquins, des formations, des présentations, des outils, la PNL, toute la partie en fait développement, mais vraiment théorie. Oui. Et du coup, c'était mon passe-temps. Et d'ailleurs, voilà, c'était un peu l'idée qui a forgé ma détermination et vouloir réussir. Parce que je consommais tout le temps, tout est possible, les affirmations. Mais du coup, j'ai appliqué tout sur mes études. Mais j'ai pas appris vraiment... En fait, tu apprends la résilience et la vraie confiance en soi dans la difficulté. Pas quand tu es la star. Du coup, j'ai fait le développement personnel, mais j'étais la star déjà. Donc, dans mes études et dans... j'étais tout le temps... j'avais pas de problème. J'avais des bons résultats. Je dis pas que c'était facile, je travaillais beaucoup. Je mettais en fait les causes, mais j'avais pas d'échec. Et donc, j'ai pas testé réellement ce que c'est le développement personnel dans la vraie vie. Et mon doctorat est venu me forger pour ça. Parce que je sais que j'étais destinée à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais je devais en fait, du coup, transmettre à mes clientes les meilleures des techniques. Et la meilleure des techniques, c'est une technique qui s'inspire de la théorie et de l'expérience. De la science et du cœur. Parce qu'on n'est pas juste scientifique et rationnel, on est aussi émotionnel. Et tous les développements personnels que j'avais consommés avant, c'était basé sur le mental. Parce que je dis que c'est hyper important. Mais il n'y avait pas tout le côté émotionnel, comment réguler tes émotions, comment tu gères un échec, comment tu développes ton estime de soi parce que c'est la base de ta confiance en soi, sur quoi tu bases ta valeur, comment tu définis ta valeur, qui tu es. Enfin, toutes ces questions qui sont un peu qui relèvent de l'introspection. Et ça, c'est venu pendant mon doctorat. Avant, en fait, tu n'avais pas les situations qui ont amené ces questions-là, en fait. Effectivement. Et du coup, mon doctorat, bien sûr, pour l'instant, était l'expérience la plus difficile et la plus riche de ma vie. Ça, je sais. À la fin, j'ai dû passer par un burn-out et j'ai dû me reconstruire
avant, après. Ouais. Mais du coup, je reste reconnaissante parce que je sais qu'aujourd'hui, ce qui fait ma différence en tant que coach, c'est cette expérience de doctorat. Mm. Mais du coup, c'était une désillusion par rapport à tout ce que tu voulais entreprendre, tes études et l'aboutissement, en fait, c'était ce doctorat, l'aboutissement des études que tu voulais faire. Est-ce que du coup, c'était une désillusion de carrière? Enfin, au final, ça t'a déçu de faire tout ça pour ça ou non? Non, je suis pas... Je pense que peut-être un... Non, même pas. Non, même pas. Peut-être les gens, quand ils me disaient, oui, mais pourquoi t'as fait un doctorat pour faire un coach? Enfin, pourquoi? Enfin, c'est un peu les commentaires des gens qui, peut-être au début de mon voyage entrepreneurial, qui me mettaient le doute ou un peu de négativité. Mais moi, j'ai jamais regretté ce que j'ai fait. Et j'étais sûre qu'en fait, c'était juste ma vie. Et c'était ça, ma vie. Donc, j'étais obligée de passer par là si je voulais arriver à devenir entrepreneur. Enfin, j'imagine si j'ai pas fait un doctorat, on va dire, voilà, j'ai réussi première année de médecine, je serais médecin aujourd'hui. Je serais pas entrepreneur. Et même quand je reviens encore en arrière et je me dis, ok, pourquoi je voulais faire médecine? Parce que le questionnement du sens était toujours là. J'ai jamais fait quelque chose sans me questionner pourquoi tu le fais. Et même, c'est vrai que dès toute petite, je disais tout le temps, je veux être médecin. Mais parce qu'on grandit dans un milieu qui est comme ça. Enfin, médecin, avocat, enseignante. C'était un peu les métiers que j'entendais, j'écoutais. Oui. Et que, en fait, tes parents, voilà, ils les respectent, ils aspirent ça pour toi. Enfin, c'est un peu ça. Mais du coup, voilà, comme tous mes amis disaient qu'on veut être enseignante, moi, je voulais pas être comme les autres. Et du coup, je me différenciais. Je me dis, non, moi, je vais être médecin. Et après, j'ai grandi avec cette idée-là. J'avais aussi, voilà, j'ai développé un amour pour l'apprentissage et pour les études. Et du coup, j'étais tout le temps bien dans mes études. Et sûrement, quand voilà, oui, tes notes sont bien, tu fais médecine, c'est bien, parce que médecine, on a besoin de bonnes notes pour passer médecine. Mais après, à un moment donné, c'est vrai que j'avais un questionnement, mais non, on ne rentre. Enfin, c'est pas parce que tes parents veulent que tu sois médecin à une phase que c'est ça ce que tu vas faire. Pourquoi tu veux être médecin? Et du coup, je me questionnais et j'ai trouvé la réponse que, en fait, être médecin, ça va m'aider, me permettre, en fait, du coup, aider les gens à vivre bien, en bonne santé, pour accomplir leur mission de vie. Parce que s'ils sont pas bien physiquement, voilà, ils pourraient pas, enfin, s'ils sont malades, ils peuvent pas vivre bien, ils peuvent pas accomplir leur mission. Et c'était un peu ça. Et du coup, il y avait toujours le contact humain qui était important pour moi. Il y avait toujours améliorer la vie d'un humain. Et finalement, aujourd'hui, quand je me dis, mais je me base tout le temps sur la personne et même dans mes coachings, il y a tout le temps cet questionnement sur l'attitude, sur le comportement, les pensées. C'est juste, en fait, la personnalité, le être, en fait. Le mieux être, comment je peux améliorer mes compétences, comment je peux devenir plus confiante, comment apprendre à communiquer de manière non violente, comment mieux interagir avec les autres. Et tout ça, en fait, c'est juste pour, si on est de meilleurs humains, on va avoir de meilleures familles. Et si on a de meilleures familles, on va avoir de meilleures communautés. Et si on a de meilleures communautés, on va avoir de meilleures sociétés. Et si on a de meilleures sociétés, on a un meilleur monde. Ça fait trop cliché, je sais, mais c'est une vérité. Ouais, c'est une vérité. Et au final, en fait, c'est ça ta mission. C'est ta mission. Et au départ, toi, tu le voyais sous le prisme de la médecine. Et au final, en fait, ta mission, elle a pas changé, en fait. C'est la même mission. Du début jusqu'à la fin. Donc t'es dans une totale cohérence. Et du coup, si les personnes disent ah bizarre, genre elle était chercheuse, maintenant elle est coach, et ben au final quand tu nous l'expliques là, mais c'est tellement clair que en fait ta mission c'était toujours la même, c'est juste que t'as trouvé un autre moyen de le faire qui résonne avec ton vécu en fait. Effectivement. Et aussi avec ma personnalité, je pense. Ta personnalité, ouais. Je pense il y a ça aussi. Et c'est pour ça que je regrette pas. Je me dis que en fait quand je fais voilà un flashback,
je vois que chaque stop était là pour m'apprendre quelque chose, finalement, pour en fait maîtriser cette mission-là, ou maîtriser les compétences qui vont me permettre en fait à accomplir cette mission de la meilleure des manières. Excellent, excellent. Trop bien. Parce que du coup, ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, c'est comme si c'était écrit, en fait. Les choses étaient écrites et que du coup, ton cheminement, à un moment, tu devais rencontrer cette étape du doctorat qui du coup était douloureuse, oui, mais qui t'a donné les armes, en fait, et même qui t'a renforcé pour accomplir, du coup, vraiment la manière dont tu allais accomplir ta mission en tant que coach, etc. Effectivement. Et avec quelle personne aussi? Parce que je sais que... J'allais y venir, oui, sur... du coup, tu disais en introduction que tu accompagnes des femmes. Oui, j'accompagne des femmes parce que je les comprends, finalement, parce que je suis ça, femme, c'est simple, ça c'est logique. Tu vois, c'est logique. Mais aussi parce que j'ai vécu ce qu'elles vivent, tu vois, ou ce qu'elles ont vécu, et c'est ça qui me donne plus d'empathie. Et quand on a plus d'empathie, pour moi, en fait, ça améliore ma performance. Dans une séance de coaching, je vais être meilleure parce que j'ai en fait l'empathie, la compréhension du vécu de cette personne-là. Et j'ai aussi... juste une toute petite parenthèse, je te coupe, désolée, juste pour faire un parallèle, parce que c'est un point où j'insiste avec mes clients, du coup dans le domaine du marketing, donc qui n'a rien à voir, mais l'empathie est clé, et en fait plus on a d'empathie pour la personne qu'on veut aider avant de vendre, plus en fait on va apporter quelque chose de riche et transformer quelque chose, et du coup l'empathie et s'intéresser à l'autre, à ses besoins et comment je peux l'aider, avant de dire j'ai tel produit, tiens, prends, alors que ça se trouve c'est pas du tout ce dont la personne a besoin. C'est ultra clé, donc voilà, j'aimerais que s'il y a des clients ou des prospects qui écoutent ce podcast, qu'ils puissent vraiment s'arrêter sur ce que tu viens de dire là sur l'empathie. C'est génial. Et du coup c'est important. Il y a aussi le profil de certaines femmes. Je sais que je peux pas aider tous les profils de femmes, mais je sais que voilà, le profil, c'est une femme ambitieuse qui est dure avec elle-même, qui a un peu ce syndrome de, comment dire, haut fonctionnement, haute performance. Et un peu, en fait, si on performe pas, on a moins de valeur. Si je veux être utile, tu vois, il y a toutes ce genre de choses, et que moi je vois, et j'apprends en fait à diminuer un peu cette tendance. On a tendance à surproduire, on a tendance à surtravailler, on a tendance à surdonner, et ça c'est un peu dans notre... je pense qu'il y a aussi un certain vécu et une certaine enfance qui a fait qu'on soit comme ça aujourd'hui, mais il y a aussi notre détermination, notre persévérance, nos ambitions, et parce qu'on voit grand et tout ça. Et c'est important pour nous qu'on ait les outils qui nous aident à réguler ce profil-là, ou cette tendance que l'on a. Et je pense que oui, je suis mieux placée pour aider ce genre de personnes. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne des étudiants en doctorat pour éviter ce que j'ai fait comme erreurs, parce que je sais que pendant mon doctorat, bien sûr, je prends la responsabilité sur certaines choses. Je pense que j'aurais pu vivre un meilleur doctorat si j'avais certains outils en main, si j'avais demandé de l'aide avant, si je suis allée voir un coach avant. Et du coup, ça, c'est important pour moi. Et aussi, on revient aussi à l'empathie, parce que la douleur que j'ai vécue en doctorat m'a donné cette envie, c'est un peu une flamme au fond de moi, que j'ai pas envie qu'une personne vive ça. Je me dis que c'est tellement dur que j'ai pas envie. Non, il y a des outils. À la limite, réduire la douleur. Je sais qu'il y aura tout le temps des difficultés. Un doctorat, c'est pas quelque chose de facile. Je dis pas que je promets pas mes étudiantes que tu vas vivre un doctorat à la vie en rose. Non. Et c'est pas ça ce que je souhaite pour elles non plus. Je souhaite qu'elles deviennent résilientes et qu'elles apprennent de cette expérience-là.
Mais du coup, sans endommagement, sans un burn-out. On n'a pas besoin de faire un burn-out pour réussir un doctorat. C'est pas un badge d'honneur. J'ai eu un burn-out et j'ai réussi mon doctorat parce que j'ai travaillé dur, parce que j'ai pas dormi, etc. Et du coup, on revient aussi à des entrepreneurs qui ont ce syndrome-là aussi, tu vois, de je veux surproduire, je veux aller plus vite, faire plus et aller plus vite. Et du coup, il y a un truc en commun, tu vois, avec un étudiant en doctorat et aussi avec un entrepreneur. Hein. On gère des projets, on est ambitieux, on a comment dire, des objectifs, on est ces personnes-là, tu vois, qui vont aller voilà, classifier mes objectifs, c'est ça, et analyser et traquer leurs performances, etc. Et donc, ouais, je pense que voilà, c'était important que je passe par cette expérience-là pour avoir plus d'empathie et aussi savoir qui est mon public. Oui, qui tu voulais accompagner. Exactement. Et aussi choisir une femme parce que je sais que la femme, son rôle est central dans la société. Finalement, je pense que si on veut de meilleures sociétés, on a besoin de femmes qui reprennent leur pouvoir, qui éduquent leurs enfants voilà, d'une façon positive, qui brisent tous les cycles générationnels de dysfonctionnement et pour préserver notre santé mentale. Du coup, à plus grande échelle, c'est ta manière d'impacter le monde, en fait. Effectivement, oui, je pense que tu as appelé ton podcast Pourquoi tu fais ça, et je pense qu'il y a différents pourquoi. Il y a différents niveaux de profondeur sur nos pourquoi. Pour un entrepreneur, peut-être un premier pourquoi sera être indépendant, gagner ma vie avec ce que j'aime, en faisant ce que j'aime. Ça, c'est un pourquoi. Dans mon cas, aider ces femmes-là qui vivent la même douleur que j'ai vécue ou l'expérience que j'ai vécue et faire mieux que moi. Donc ça, c'est un autre pourquoi. Et puis, un autre pourquoi, c'est briser un cycle générationnel qui est dysfonctionnel. Et un autre pourquoi, c'est que j'ai envie un jour une fille qui se sente pas à sa place et qui voit qu'elle appartient pas à cet endroit-là. Et du coup, elle doute de ses capacités et qu'elle dit mais non, Allah l'a fait, je peux le faire. Donc, ouais, je pense que ça, c'est un pourquoi plus profond. Ouais. Et c'est un pourquoi qui résonne beaucoup avec le podcast parce que c'est justement cette quête de représentativité que j'aimerais servir, en fait. Parce que du coup, je trouve que c'est ultra important de pouvoir se voir un peu en miroir de certaines personnes et de pouvoir du coup dire « Ah, ben, je rêve de ça, je peux le faire. » Parce que telle personne l'a fait et cette personne-là, ben, peut-être qu'elle vient du même milieu, peut-être qu'elle est de la même culture, elle a la même religion, etc., etc. Et je trouve que la représentativité est super importante. Est-ce que sur tes multiples pourquoi que tu nous as expliqués, qui étaient très très intéressants, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter qui vient expliquer, éclairer un peu ta vie d'aujourd'hui, avant que tu nous dises un peu ton maintenant, comment il est rythmé, etc. Est-ce que peut-être tu as quelque chose à ajouter? Je pense qu'il y a aussi un pourquoi d'être une meilleure énergie pour son entourage, d'être un support pour les personnes que l'on aime, notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis. Je pense je fais ça aussi pour je sais que voilà, je suis une personne déterminée, du coup on focus trop sur la destination, on a cette tendance-là à voir les résultats, mais j'ai appris à aimer le chemin et voir la personne que je deviens sur ce chemin-là. Et je sais que c'est important pour moi d'utiliser mon plein potentiel, parce que si je le fais pas, je serai malheureuse. Et si je suis malheureuse, je vais pas être une bonne fréquentation pour les autres, une bonne énergie pour les autres. Et du coup, ça, c'est important pour moi aussi. D'accord, ok. Et du coup, aujourd'hui, parce qu'on voit que ton pourquoi, il est assez clair, on te sent aligné avec, on voit que ton cheminement et la manière dont les choses sont arrivées ont un sens.
que toi tu t'y retrouves pleinement et tu sais pourquoi c'est arrivé comme ça. Mais il se trouve que tu as changé de trajectoire et souvent ce changement de trajectoire, il vient un peu bousculer l'entourage. Il vient bousculer l'entourage parce que souvent on est quand même dans un chemin qui est tracé et que quand tu commences par cette voie-là, du coup, faut que tu ailles au bout et tu deviendras ça. Et du coup, les gens se projettent déjà, ont une image de toi arriver à tel point. Et du coup, quand tu changes de trajectoire, je pense que tu as dû avoir, du coup, rencontré des difficultés avec l'acceptation de ton entourage. Bien sûr. Est-ce que ce que tu nous as raconté sur pourquoi tu le fais, du coup, aide les gens de ton entourage à comprendre comment tu le vis, ça? C'est sûr que la vision est plus grande que la difficulté. Du coup, ça t'aide tout le temps à repartir. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jours difficiles, hein. Il y a des jours difficiles, mais tu reviens et tu te relèves et tu te rappelles de ta vision, de ta mission, qu'elle est au-delà de toi. Et donc, pas tant pour faire, pour refaire le emotional breakdown. Donc voilà, j'ai mes moments, je m'écoute. Si j'ai envie de me donner de la compassion et dire, ah là, c'est pas grave, c'est ok, ça va se faire, ça va devenir plus facile. Il faut juste continuer du coup à agir et aller vers ta vision. Mais effectivement, il y a des moments, surtout que c'est parfois des personnes proches de toi qui vont te faire certaines réflexions qui ne sont pas forcément motivantes, qui ne sont pas forcément preuve d'acceptation et de soutien, malgré qu'au fond d'elles, c'est sûr qu'ils le disent d'un espace d'amour, parce que ils ont peur, parce qu'ils ont toujours du coup grandi dans certaines idées, certaines trajectoires pour eux, voilà. Donc moins de risques, plus de sécurité, et c'est leur vision des choses. Et je peux pas leur obliger de leur changer leur vision des choses. De toute façon, je peux pas le faire. Et donc, je pense pas que leur expliquer le pourquoi, ça aide. Sincèrement. Peut-être ça a fonctionné avec d'autres personnes. Dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'une personne ne va juste pas comprendre, en fait, ce que tu fais. Enfin, elle comprend pas. Elle dit, tu peux le faire autrement, tu peux le faire avec le chemin classique. Pourquoi, pourquoi toi, tu as besoin de faire ça, c'est hyper difficile. Enfin, tu vois, c'est pas, quand on n'a pas la même conscience, les personnes, ils vont pas voir ça comme possible. Moi, si je dis une personne qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat et qui n'a pas du tout un mindset d'évolution et un mindset de croissance, qu'elle est plutôt dans un mindset fixe, elle va me dire, mais du coup, toi, tu penses que tu vas changer le monde parce que tu inspires une fille à être ce qu'elle veut. Enfin, tu vois, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que faut qu'en face, la personne puisse réceptionner en fait ça. Effectivement. Et ça dépend de son parcours à elle, de ce par quoi elle est passée, de ses représentations mentales. Enfin, en fait, il y a beaucoup trop de paramètres qu'on peut pas contrôler. Effectivement. Qui fait que, Et du coup, même le pourquoi il est noble et le pourquoi il est, il inspire plein de personnes et effectivement, c'est un pourquoi qui est bien, d'une bonne intention. Mais les gens vont pas le prendre comme ça si déjà ils sont pas dans cette, comme tu dis, une capacité de réceptionner une certaine ouverture, en fait. Et du coup, j'arrête. Je dis mon pourquoi à des personnes qui déjà me soutiennent, qui déjà, même s'ils comprennent pas, mais je sais qu'ils me soutiennent. Et du coup, je leur aide encore pour leur dire, voici ce que je fais. J'essaye de vulgariser, de le faire comprendre pourquoi je le fais. Parce que je sais déjà qu'ils ont cette ouverture-là. Donc effectivement, c'est difficile, mais il y a tout le temps des personnes qui me soutiennent et d'autres temps qui me soutiennent pas. Donc, il faut juste, aller vers ce côté-là et dire, quand tu vois qu'une personne, te fait une réflexion qui n'est pas positive et qui n'est pas, qui fait pas preuve de soutien, tu te rappelles de la personne qui te soutient et qui croit en toi, peu importe. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui comprennent pas forcément ce que je fais exactement, mais ils me soutiennent à fond et ils croient en moi à fond. Et ça, pour moi, c'est vraiment de l'acceptation. Oui, parce qu'au final, ils vont se concentrer sur le fait qu'ils te voient épanouie. Effectivement, ouais. Et qu'ils voient que c'est ça qui en fait, qui résonne en toi et
c'est ta vie et du moment qu'il te voit heureux, en fait, heureuse, du coup, il t'encourage dans... Tout à fait. Et c'est vrai que si, du coup, il y a des personnes qui font partie de cet entourage d'entrepreneurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils... Tu vois, peut-être parce que peut-être ils s'en rendent pas compte, parce que du coup, c'est tellement particulier l'entrepreneuriat. Je pense que quand t'es à l'extérieur de l'entrepreneuriat, tu comprends pas forcément. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils soient un meilleur entourage pour l'entrepreneur? Si j'ai bien compris, c'est les personnes qui ne sont pas entrepreneurs. Oui, et qui sont, tu vois, qui font partie des amis, de la famille, de l'entrepreneur. Je leur invite à avoir plus de compassion, parce que je suis pas en train de dire que notre vie est très difficile. Je sais que tout le monde a une vie difficile. Mais en fait, c'est encore plus difficile quand on est à fond, quand on est dans un combat tous les jours, et quelqu'un qu'on aime, il vient nous dire « tu vas pas y arriver ». En fait, c'est ça le plus dur, tu vois. Ou on a juste... Ou bien ne disait rien. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, faudrait qu'ils puissent garder leurs doutes. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup de doutes, nous, en tant qu'entrepreneurs. On a nos propres doutes. Donc, les personnes à côté, même si elles ont peur et qu'elles ont des doutes, bah, qu'elles ne les partagent pas, en fait, parce que ça ne nous sert pas. Et effectivement. Et on a besoin, quand on est entrepreneur, on a besoin d'avoir cette tête claire, et préserver notre énergie. Et surtout notre énergie mentale. Enfin, et ces réflexions-là, même si on fait le plus gros travail de pleine conscience, de zénétude, que en fait, on fait abstraction, etc., ça nous bouffe un petit peu. Enfin, ça nous bouffe comme on veut. C'est sûr. Ça impacte. Enfin, à un moment donné, déjà, de faire abstraction, c'est un travail. Pourquoi j'ai besoin de faire abstraction de certaines choses? J'ai encore des choses, en fait, à faire abstraction. Donc, la personne qui va, surtout quand on est dans des business digitaux, ben, en fait, tu as tous les commentaires sur Internet, chaque personne a le droit de te critiquer et d'avoir un avis sur toi. Et du coup, on fait déjà un travail pour nous accepter nous-mêmes et d'être nous-mêmes sans excuses. Et du coup, avoir cette résilience pour ne pas s'intéresser à ces commentaires-là. Quand ce sont des étrangers, c'est pas grave. Elle me connaît pas. Je vais passer vite à autre chose. Mais c'est quand une personne proche et que j'aime cette personne-là et qu'en fait son avis compte aussi, c'est hyper dur. Et du coup, je peux leur dire juste imaginez-vous. C'est sûr. Enfin, chaque personne a eu un objectif très grand, quelque chose qu'elle veut réaliser de tout son cœur. Imaginez juste, rappelez-vous du travail que vous avez passé pour avoir cette chose-là. L'espoir, tout ce que vous avez mis. Imaginez que une personne vient vous dire « Ah, mais de toute façon, tu vas pas y arriver. » Mais t'es sûr? Pas forcément tu vas pas y arriver, mais t'es sûr? Ouais, le t'es sûr est très violent. Et ça fonctionne comme tu veux. Enfin, je pense chaque personne a une expérience comme ça. Enfin, même dans les carrières classiques, on va dire une personne qui a un job classique et qu'elle veut passer cette promotion-là pour devenir senior ou pour avoir un meilleur job. C'est sûr qu'elle a travaillé pour. Bah moi, je vais venir et te dire non, mais de toute façon, t'as pas les compétences pour. C'est hyper dur. Et donc, juste, voilà, une invitation à plus de compassion. C'est ça ce que je dis. Et pour les entrepreneurs, je leur dis pratiquer la pleine conscience. Enfin, tout le temps. Quand on dit quand on se rappelle qu'il y a le vécu, qu'il y a plein de choses en fait qui motivent en fait les paroles de cette personne-là, on a plus facilité à dire ok, bah, je passe à autre chose, je vais pas répondre et tu dis ok et tu passes. Je vais prendre ton avis en considération et tu passes. Tu veux dire que du coup, pratiquer la pleine conscience permet de mettre à l'écart, de prendre un peu en fait de distance par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, prendre de la distance et aussi ne pas rentrer dans le jeu. Parce que je suis rentrée dans ça. Et tu vois, discuter. Non, mais je fais ça parce que tu vois, c'est important. Tu viens de justifier en fait. Oui, et c'est important. Et non, mon doctorat m'aide. Tu vois, moi, quand je t'ai parlé, je t'ai dit que mon doctorat, j'utilise cette méthodologie tu l'as accepté. Pas forcément, c'est vrai que tu me vois en fait pratiquer ça et du coup c'est vraiment plus facile pour toi, mais dans le détail tu le connais pas.
Non. J'ai dit ça à une autre personne qui est forcément d'un niveau qui peut comprendre, en fait, ça. Mais elle n'a pas accepté. Ça veut dire, en fait, rentrer dans le jeu, ça fait rien du tout. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de dire, c'est quoi, ne prends pas les choses personnellement. Cette personne, elle parle de son vécu. Elle a forcément peut-être vu des choses. Peut-être, elle n'a pas le courage que tu as. Et qu'elle a envie de changer, mais elle n'arrive pas. Et du coup, elle est frustrée. Et cette frustration-là est, tu vois, la cause de cette réflexion-là. Enfin, voilà, prendre le global de cette personne-là, et c'est ça ce que je veux dire de pleine conscience. Et de là, en fait, tu vas passer à une réponse qui coupe la discussion. En me disant, oui, en fait, peut-être tu as raison, bah, on verra. Peut-être un jour, je vais changer, ou je vais réfléchir à ce que tu as dit. De ce que je comprends de ce que tu dis, c'est aussi qu'en fait, il ne faut pas forcément se livrer à tout le monde, au final. Et en fait, tu as préservé certaines choses pour son propre bien-être, quoi. Parce qu'au final, si tu donnes trop, bah, en fait, tu donnes des éléments pour venir te polluer. Oui, effectivement. Et je sais pas si c'était une citation où genre choisir à qui tu dis tes grands rêves ou un truc comme ça, ou à qui tu partages tes grands rêves ou tes ambitions. C'était une citation en anglais, mais je me souviens pas exactement de la citation, mais ça veut dire qu'en fait, pas tout le monde va comprendre tes ambitions. Je suis pas en train de dire qu'il faut cacher ses ambitions, c'est pas ça, mais c'est juste choisir en fait les personnes qui vont te soutenir dans ces ambitions-là, tu vois, et pas une personne qui va plutôt te casser. Puis du coup, dans le quotidien, faut faire, moi je l'ai vu au fur et à mesure des années d'entrepreneuriat, faut faire des choix des gens qui sont à tes côtés, et ça c'est ultra important parce que c'est ces personnes-là qui vont t'aider à réaliser ta vision en fait et ta mission, et du coup de pouvoir faire ce choix et de pouvoir un peu mettre à l'écart sans être méchant, hein, je dis pas ça, mais en fait tu vas choisir les personnes avec qui tu as passé le temps et qui vont venir t'enrichir et t'aider à progresser. Et c'est pas forcément des personnes qui sont dans ton domaine, hein, c'est comme nous deux, on se tire vers le haut en fait, et alors qu'on n'est pas du tout dans le même domaine, mais du coup il y a cet échange qui est ultra important parce que la solitude, on en parle beaucoup de la solitude d'entrepreneur, et elle est réelle, et du coup être tout seul tout le temps, c'est pas jouable. Mais il faut du coup avoir des personnes qui comprennent en fait ce que tu vis, parce que sinon c'est compliqué. Et du coup, en cela, les collègues, oui, moi, je dis, les collègues entrepreneurs, c'est top. Ça, il faut avoir des amis entrepreneurs et des amis, tes amis qui te soutiennent, parce qu'ils vont te soutenir à un certain niveau. Et puis tes amis qui sont déjà entrepreneurs, ils vont te soutenir à un niveau encore plus élevé. Exactement. C'est important. Super intéressant. Merci beaucoup pour tout ce partage. Merci. On arrive à la fin de l'épisode. J'ai 2 petites questions qui vont être les questions signatures, donc tu vas inaugurer aujourd'hui. La première question, c'est du coup, est-ce que tu as une ressource, en fait, que ça peut être un livre, un podcast, une chaîne YouTube qui à un moment t'a aidé particulièrement ou qui t'aide encore aujourd'hui? Oui. Alors, il y a différentes ressources. Je vais dire les choses qui vraiment, pour moi, ça m'a marqué, on va dire. J'ai une ressource qui est une auteure qui s'appelle Najwa Zebienne. Elle écrit en anglais. Je ne sais pas si elle a des traductions, mais pour les personnes qui sont bilingues, c'est vraiment une ressource, que ce soit ses formations, que ce soit son podcast ou bien ses livres. C'est vraiment très utile parce que c'est vraiment tout ce qui est sur les thématiques, tout ce qui est amour de soi, lâcher prise, et se reconstruire après un événement traumatique ou du genre. Donc c'est une ressource très, très importante, surtout pour les femmes aussi. Un livre, c'est L'Alchimiste, parce que voilà, c'est un livre, si on est dans cette quête de sens, quête de ma raison ou ma mission, ou voilà, c'est vraiment un livre inspirant.
pour les entrepreneurs, je vais dire Marie TV. Donc, c'est une chaîne YouTube d'une coach, du coup formatrice, et qui crée qui a plusieurs formations pour les entrepreneurs. Du coup, voilà, sa chaîne YouTube est magnifique, puisqu'il y a tout. Il y a vraiment tout ce qui est développement personnel, que ce soit sur la vie ou sur le business, ça existe C'est dans la cette chaîne YouTube de Marie Forleo. Oui, voilà, la chaîne YouTube de Vous Marie avez deux Forleo. fans de Marie Forleo devant vous. Si, c'est ça. Et du coup, ouais, sa chaîne YouTube, en fait, c'est aussi son podcast, j'imagine. Bon, il y a des choses sur la chaîne qui sont... il y a plus de ressources sur la chaîne que sur le podcast, parce que pas tout est, en fait, transformé en podcast. Mais il y a vraiment de tout. C'est en anglais aussi, mais je pense que sur YouTube, il y a la traduction. Alors, d'autres ressources, le podcast de Jay Shetty. On reste aussi sur l'anglais. J'écoute beaucoup en anglais et je lis beaucoup en anglais. Donc, Jay Shetty, c'est aussi du coup un auteur, coach de sens, parce qu'il se considère comme purpose coach. Et d'ailleurs, c'est sa formation que j'ai prise pour découvrir que je deviens coach. Que j'ai envie, que c'est coach, mon métier, on va dire, qui me convient. Et du coup, son podcast, j'aime beaucoup son podcast. Il invite des personnes inspirantes et en fait, il y a aussi cette représentation du bien-être qui est vraiment ma représentation à moi, qui est globale. Donc, il parle vraiment de tous les domaines de vie, mais dans l'objectif d'avoir un meilleur bien-être, tu vois. Et du coup, j'aime beaucoup. J'essaie de trouver une ressource en français. Alors, en français, il y a Julie et Julia. J'aime beaucoup leurs comptes, qui sont des coachs, des entrepreneurs, du coup, pour aider les freelances à organiser leur business et à grandir sur la partie marketing aussi. I don't think I feel. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça les ressources que j'ai dans la tête. Ok, top, ça fait déjà beaucoup. Oui. Du coup, je les mettrai en description de l'épisode, comme ça, les personnes pourront aller checker et faire leur petit marché. Et dernière question, qui t'aimerais voir à ta place pour raconter son parcours? Alors, je pense que tu la connais. C'est une personne qui est dans le cowork avec nous, qui s'appelle Lamia de Enact Coaching. Donc, elle est aussi coach. Qui était aussi chercheuse d'ailleurs. Du coup, voilà, c'est une des personnes que je te dis, en fait, elle était chercheuse, mais et du coup, qui a fait un parcours. Mais je pense que Lamia fait beaucoup de choix par cœur. Et donc, oui, je pense que son parcours sera inspirant. Très bien. Je lui enverrai une petite invitation. Super. Merci beaucoup, Ella. Merci à toi, Jade. C'était vraiment top ce partage, cette petite discussion. J'espère que ça t'a plu aussi. Beaucoup, énormément. Ça m'avait vraiment plaisir de pouvoir, en fait, pouvoir partager en fait ce parcours. Et aussi, je te remercie de me donner en fait de l'espace pour pouvoir inspirer, pour pouvoir raconter, transmettre ce que j'ai pu apprendre pendant des années, parce que je suis revenue quand même un peu loin. Et vraiment, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Merci. Je suis reconnaissante. Merci à toi. Où on peut te retrouver? Sur Instagram, je suis plutôt, on va dire, c'est mon profil le plus, on va dire, phare de mon entreprise. Du coup, c'est Halos, HALOS-wellness. Du coup, WELLLENESS. Voilà, donc tu pourras peut-être les mettre dans la description. Oui, je mettrai tout dans la description. Sur LinkedIn, c'est aladadi-phd. C'est un peu, on va dire, mes réseaux principaux. Et puis sur Instagram, il y a aussi mon lien dans la bio. Les personnes peuvent accéder en fait du coup à mes services, un outil du coup qui est pour moi une ressource gratuite, qui est un guide pour me connaître. Du coup, voilà, c'est une initiation au journaling qui est l'outil. D'ailleurs, si je veux, par exemple, si tu me demandes de partager un outil à utiliser, c'est vraiment l'écriture réflexive. Je pense que c'est hyper important. Et du coup, j'ai créé un petit guide d'initiation à cet outil-là. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur le journaling, rendez-vous dans le lien dans la bio Instagram Halos Wellness. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Jade. Merci. À très vite. À très vite. Alors, inspirant?
J'espère que le partage d'expériences de Hala t'aura enrichi et inspiré pour oser modeler ta vie comme tu le souhaites. N'oublie pas, tout est possible. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. Merci, à très vite.